Oui, moi je pense que mes douleurs en tout cas ont été un moteur parce que justement j'ai toujours été une battante et je cherche toujours des solutions à chaque problème. Et je pense que si Allah il a fait que j'ai cette maladie, c'est pas pour rien et c'est pour transmettre en fait aux autres femmes qu'il y a des solutions via la médecine prophétique. Salam alaikum, je m'appelle Magali, j'ai 38 ans et j'ai 5 enfants, alhamdoulilah. Je suis naturopathe spécialisée dans la médecine prophétique et j'accompagne les femmes atteintes d'endométriose et du syndrome d'ovaire polykystique. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase comme un titre de film, ce serait quoi ? Je dirais que ça serait les périples de Magali. Parce que j'ai eu quand même pas mal d'épreuves, mais d'ailleurs chaque épreuve, il y a toujours un bien. Donc ça m'a permis d'avancer dans ma vie personnelle et professionnelle. Tu dis que la médecine classique ne marchait pas pour tes enfants. Tu te rappelles de ce moment précis où tu t'es dit « je dois faire autrement » ? Oui, je m'en rappelle car mes enfants, c'est vrai, quand ils étaient en bas âge, ils tombaient tout le temps malades, que ça soit des bronchites, des bronchiolites, etc. Et à chaque fois, ils avaient vraiment des traitements très très lourds. Et j'écoutais en fait tout simplement le docteur. Et à chaque fois, ça revenait. Donc chaque semaine, je sais que ma fille aînée, elle avait tout le temps des antibiotiques. Et je ne comprenais pas que, en fait, derrière les antibiotiques, ça détruisait en fait son système immunitaire. Et c'est pour ça qu'elle tombait malade. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu que la médecine prophétique existait, alhamdoulilah, et j'ai commencé à pratiquer en fait sur mes enfants et après sur moi-même aussi. Et du coup, j'ai vraiment vu un changement radical parce que ma fille, elle tombait malade peut-être que 1 ou 2 fois par an à la place de chaque semaine tout simplement. Fermer un cabinet en France à cause de la loi, puis rebondir en ligne. T'as trouvé ça comment ce virage ? C'était une chute ou une ascension déguisée ? Alors je dirais que c'était plutôt une ascension. Encore une fois, derrière un mal, il y a toujours un bien. Donc j'ai fermé mon cabinet de hijama et en plus il y avait le Covid pendant cette période-là. Et du coup, je pensais vraiment pas faire des consultations en fait en ligne. Et en fait, c'était un tremplin dans ma vie professionnelle parce que j'ai pu impacter un maximum de femmes à sortir de leur douleur du quotidien en fait, tout simplement. Et on parle souvent de médecine prophétique, mais concrètement, à quoi ressemble une journée dans ta vie de praticienne ? Alors déjà, avant tout, je commence en tant que maman. Donc je prépare mes enfants. Et ensuite, je commence les consultations en ligne. Donc c'est un échange avec la personne, vraiment dans son intimité pour comprendre en fait les déséquilibres. Ensuite, je lui rédige un bilan. Et j'ai créé une communauté de bienveillance dans mon accompagnement. Donc je suis là pendant les 4 mois avec cette personne. Donc à savoir, tous les jours, je parle avec celle que j'accompagne. Ensuite, je fais des pauses pour déjeuner avec mes enfants, les chercher à l'école, etc. comme une maman lambda. Et je fais aussi mes contenus sur les réseaux sociaux aussi pour impacter un maximum de personnes. Tu as l'air très connectée à ta mission. Est-ce que tu vois ça comme un simple métier ou comme un acte de foi ? Alors je dirais que c'est plutôt une mission de vie pour moi. Je dirais que ça m'est tombé dessus et qu'Allah il m'a choisi pour ce métier et que moi je me suis juste laissée porter et par ma destinée en fait tout simplement. Tu parles d'endométriose, de SOPK, des sujets souvent trop tabous. Qu'est-ce qui t'a donné le courage d'en parler ouvertement ? Alors ce qui m'a poussée en fait c'est surtout ce hadith qui dit que ce qu'on veut pour nous-mêmes on le veut aussi pour nos frères et sœurs et comme je suis passée par ce parcours-là d'endométriose et toutes ces douleurs que j'ai dû pendant des années en gros subir et fermer ma bouche et continuer d'avancer, j'ai envie en fait d'offrir ce que je n'ai pas eu et vraiment de les accompagner et de ne plus souffrir parce qu'en fait il y a cette possibilité et souvent en fait on croit qu'on va vivre avec cette pathologie et qu'on est obligé de subir jusqu'à la fin de notre vie, alors qu'en fait, en faisant des choses différemment, on peut très bien en vivre tous les jours et kiffer notre vie, tout simplement. Tu as un conseil à donner à une sœur qui veut se lancer dans une voie alternative, mais qui n'ose pas à cause du « quand dira-t-on » ou de la peur de ne pas être légitime ? Alors, je lui dirais que si elle tente rien, elle n'aura pas de résultats différents. Donc, dans la vie, on n'a qu'une vie, ici-bas, dans cette dunya. Donc, je lui dirais de tenter, parce que si elle a déjà cette envie-là, c'est que son quotidien ne lui convient pas. Donc, vraiment, il faut qu'elle fonce. Ok. Et si tu pouvais écrire un message sur tous les murs des villes de France à destination des femmes musulmanes, qu'est-ce que tu écrirais ?
Je leur dirais de se respecter, de respecter leur corps, parce qu'on est une amana et que souvent on fait passer nos familles, que ça soit nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, nos maris et nos enfants avant nous-mêmes, alors qu'en réalité, chacun va être jugé pour son propre corps. Donc il faut vraiment en prendre soin. Quand on soigne les autres, comment on fait pour ne pas s'oublier soi-même ? Tu arrives à trouver un équilibre ? Oui, j'arrive à trouver un équilibre parce que déjà c'est important, comme je disais tout à l'heure, en tant que MNA, c'est important de penser à soi en premier pour encore mieux aider les autres. Et c'est vrai que d'aider les autres, ça me donne énormément de force. Tu as transformé des douleurs personnelles en expertise pour aider d'autres femmes. Est-ce que tu dirais que la douleur, parfois, c'est un moteur ? Oui, moi je pense que mes douleurs en tout cas ont été un moteur parce que justement j'ai toujours été une battante et je cherche toujours des solutions à chaque problème. Et je pense que si Allah il a fait que j'ai cette maladie, c'est pas pour rien. Et c'est pour transmettre en fait aux autres femmes qu'il y a des solutions via la médecine prophétique. Et est-ce que tu te souviens de ta toute première patiente ? Comment tu t'es sentie après cette première séance ? Oui, je m'en souviens bien. Je me sentis super bien parce que j'ai eu de très bons retours derrière. Elle allait beaucoup mieux. Ce fut une libération pour elle. Donc vraiment, ça me conforte en fait dans le choix de faire ce métier, cette mission de vie. Il y a parfois un vrai tabou autour de la santé intime chez les femmes musulmanes. Tu le ressens dans ton métier ? Comment tu fais sauter le verrou ? Oui, alors je trouve que le tabou, c'est pas que chez la femme musulmane, mais chez la femme tout court, en fait, déjà, dans un premier temps. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne parle pas parce qu'on dit que c'est la honte. Alors que, en fait, Allah, il nous a déjà parlé, en fait, des menstruations, même dans le Coran. Donc, il faut justement démocratiser ça et ne plus être dans son coin et souffrir et se dire que, en fait, non, ce n'est pas la honte. C'est juste ce que Allah, il a voulu qu'on soit, en fait, tout simplement. Est-ce que tu vois un lien direct entre la médecine prophétique et l'empowerment féminin ? Est-ce que ça rend les femmes plus fortes, plus autonomes ? Oui, je trouve que ça les rend beaucoup plus autonomes parce que tout simplement, elles sont plus épanouies, elles ont moins de douleur, plus d'énergie. Donc forcément, elles sont beaucoup plus actives. Tu parles souvent de vidéos qui créent des déclics. C'est quoi, selon toi, le déclic qui manque encore à beaucoup de gens aujourd'hui ? Alors je dirais d'apprendre notre science, plus particulièrement que notre corps c'est une MNA et que justement on doit craindre Allah parce qu'on va rendre des comptes justement sur l'état de notre corps et dans notre société à laquelle on vit en fait on pense surtout à notre ventre, à remplir son estomac, on écoute un peu trop notre nefs, ce qui fait que on pense moins aux obligations qu'on a en tant que musulmane à prendre soin de son corps. Tu exerces en ligne aujourd'hui. Tu penses que c'est une limite ou une force ? Je pense que c'est une force parce qu'on a plus de portée par rapport à Internet. Donc on peut viser toute la France entière, les pays qui sont à côté francophones et même à l'étranger d'ailleurs si on parle une autre langue. Que quand on est en physique et qu'on a un cabinet, on va forcément attirer que les personnes qui sont dans notre ville. Tu vois où ton travail dans 10 ans ? Toujours à distance ou un retour à un cabinet physique ? Peut-être même une école ou une formation ? Alors je pense que je vais retourner dans le physique, mais je ne lâcherai pas le en ligne parce que je trouve que ça a une belle portée. Mais c'est vrai que comme j'aime bien le contact avec les personnes que j'accompagne, je pense ouvrir quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore pour l'instant. Inch'Allah. Merci à toi Magali d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous pour cette opportunité de transmettre ce message à un bon nombre de personnes. Avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo. À très bientôt.